À l'extrémité occidentale du Mexique s'étend une péninsule qui est très peu connue. C'est un lieu hors du temps où l'homme et la nature coexistent en équilibre. Mais cet équilibre est récent. Il y a 40 ans, les baleines étaient encore chassées, les communautés locales de la mer de Cortés continuaient de pêcher activement dans la mer de Cortés. Et aujourd'hui, tout cela a changé. Un nouvel équilibre a été mis en place. Et nous aimerions savoir comment nous pouvons nous intégrer dans cette nouvelle dynamique. Depuis plusieurs années, j'explore le monde pour développer des nouveaux voyages pour Ponant Exploration. Quand je conçois des voyages d'exploration, ma priorité, c'est de mettre les communautés locales et l'environnement au cœur des voyages que je conçois. Et aujourd'hui, Baja California représente vraiment un nouveau défi. Ici, nous ne sommes pas seulement face à une nature spectaculaire. Nous sommes littéralement dans un sanctuaire qui est préservé par les communautés locales de Baja California. Avec ce repérage, je veux comprendre si cet itinéraire est possible et peut réellement voir le jour, rencontrer ceux qui ont transformé leur lien avec la mer, apprendre surtout de leur savoir et voir comment nous pouvons nous inscrire dans cette dynamique. Je m'appelle José Sarrica, je suis le directeur de l'expérience Expédition chez Ponant. Le repérage à Baja California était vraiment essentiel puisque c'est pour Ponant une toute nouvelle destination. Quels sont les permis, quels sont les leviers ou les verrous qu'il va falloir lever. Et donc c'était l'objectif final de ce repérage pour qu'on puisse vraiment offrir une expérience telle qu'on l'a vue à nos passagers en 2027. Les grands axes que j'ai vraiment sélectionnés pour ce repérage, c'était vraiment d'offrir des expériences complémentaires et très différenciantes pour toucher un très grand panel de passagers. C'est-à-dire que je me suis dit déjà, je veux qu'on offre la plus grande et la plus belle des expériences concernant les baleines grises, car il faut savoir que c'est en Baja California que ces dernières viennent mettre au monde leurs petits, donc c'était savoir dans quelle baie on peut avoir l'expérience la plus incroyable pour nos passagers. Je voulais également aussi que ce voyage qui est très orienté nature permette à des passagers qui ont besoin d'activités engageantes, que ce soit du snorkeling, que ce soit des randonnées, soient aussi visées. Donc je voulais trouver un panel d'activités qui puisse correspondre à différents types de clients, même pour les plus contemplatifs. Donc c'était également ma deuxième mission. Et le tout, enfin, c'était ok, maintenant que j'ai l'histoire en tête, une fois que j'ai les activités en place, c'est comment travailler avec tous les départements de Ponant pour que ce qu'on a vécu sur place puisse être réalisé in fine en 2027. Ça y est, on est arrivé. La plus grande ville du sud de la Baja California. Et dès les premiers instants, je sens une atmosphère bien particulière. C'est calme, paisible, mais vibrant à la fois. Ici, la mer et l'humain sont liés. Tout tourne autour de l'océan. Alors ce matin, on va partir sur différentes îles pour vraiment découvrir le meilleur endroit pour offrir une expérience vraiment très connue à Baja California, celle de nager avec les lions de mer, soit en snorkeling ou en scuba diving, en plongée bouteille. Et donc on va partir avec un bateau local qui est juste derrière moi pour offrir l'expérience la plus incroyable concernant ces lions de mer pour nos passagers Ponant. Regarde, allez, venez, on était parti pour explorer la mer de Cortés sur la côte est et on vient tomber en plein milieu de la mer sur vraiment un phénomène assez exceptionnel, même je dirais, première fois que je le vois ainsi. Ce sont donc des lions de mer de Californie, des femelles, qui vont thermoréguler leur température corporelle en mettant leurs nageoires, donc l'équivalent de nos bras, à l'extérieur de l'eau et aussi leurs pieds antérieurs, ce qu'on appelle des flippers. Vous voyez, là c'est vraiment comme si j'étais sur le dos comme ça. Et elles vont réguler la température interne de leur corps. Ça c'est vraiment incroyable de se dire qu'au moment où on recherche à la fois des orcos, on tombe sur ce groupe de femelles complètement en repos. Et encore une fois un cadeau de la nature. On vient d'arriver dans un endroit peut-être le plus iconique près de La Paz qui s'appelle Los Islotes, qui est en fait cette petite île
où viennent se reproduire en fait énormément de lions de mer de Californie qui sont la deuxième plus grande espèce de lions de mer. Et tout ce qu'on entend en fait, ce sont les jeunes qui appellent leur mère, qui sont partis chercher de la nourriture, et les lions de mer ne se reconnaissent que par des vocalisations. Donc très jeunes, ils ont un cri spécifique, donc on a l'impression d'être entouré de hurlements, mais c'est les femelles qui appellent leurs petits. Et il faut savoir que chaque femelle qui a donné naissance à un petit est déjà accouplée avec un mâle qui crée un harem. Donc on est vraiment sur leur territoire. Les femelles vont chasser, les mâles gardent les femelles. Donc là, je pourrais te dire qu'on est au cœur de l'expérience peut-être la plus forte entre nous passagers ou nous humains et les lions de mer de Californie dans la mer de Cortés en Basse-Californie. Expérience. Alors comment dire? Ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est quand on les voit à l'extérieur de l'eau, on a l'impression qu'ils sont pas super agiles, ils ont du mal à se déplacer. Mais une fois qu'ils sont avec nous dans l'eau, c'est nous qui sommes complètement malhabiles. On les voit nager, enfin ils nagent pas, ils dansent, ils volent sous l'eau, c'est des torpilles. Et c'est comme une valse, à un moment ils s'approchent, on a un contact avec eux qui est complètement différent. Là ils sont vraiment hyper joueurs. Et à la fin, plus le temps approche et plus ils viennent près, plus ils sont... Moi, j'aurais pu rester 1 heure de plus. J'ai pas vu le temps passer et je me suis dit, mais quelle agilité, sublime. Après cette plongée, on décide de repérer quelques plages. Parce qu'au-delà des rencontres sous-marines, on veut aussi offrir aux passagers des moments d'exploration et de détente. Et là, je prends conscience du potentiel incroyable de la mer de Cortés. Dans ce genre d'endroit, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des canyons, on a une plage de sable blanc, l'eau turquoise. Et ce qui vous montre que Baja California, c'est vraiment une destination incroyable, puisqu'au même endroit, on peut avoir tous ces types différents d'écosystèmes. La journée venait de se terminer, et alors qu'on pensait avoir tout vu, d'un seul coup, le commandant décide de nous amener dans une baie de l'île Espiritu Santo qui s'appelle Galina, entourée de mangroves. Et là, soudain, un spectacle saisissant se joue devant nous. Ce sont des centaines de pélicans qui plongent en piqué, qui vont s'écraser dans l'eau pour attraper leur repas. Le bruit est assourdissant, tel une déflagration. Chaque plongeon résonne comme un coup de tonnerre. On reste là, figé, sans un mot, juste à observer. C'est un moment brut, puissant, un privilège. Je sais pas si on s'imagine ce qu'on a pu voir en une matinée. On a eu les lions de mer, on a été sur une plage paradisiaque et là on arrive dans une mangrove où on contraste entre des milieux arides, des arbres d'un vert complètement incroyable que sont les palétuviers, des pélicans qui se nourrissent partout. Donc ça vous prouve qu'en une journée, on a vu déjà tout ce qu'on pourrait voir en 10 jours dans un pays et là on est qu'au début du repérage, quoi. Mais avant d'aller plus loin dans le repérage, il y a une étape qui est essentielle, c'était de rencontrer les autorités portuaires. Si on ne les rencontre pas, on ne pourra jamais faire de voyage en Baja California car ce sont eux qui vont nous donner les clés et les autorisations pour aller sur les sites que l'on souhaite repérer. Pour cela, il fallait que je leur explique comment nous fonctionnions, comment nous pouvions travailler ensemble pour co-construire les activités avec eux et avec notre expertise Ponant. On vient de terminer là, les rencontres avec les agents clés pour savoir si on pouvait opérer comme on le souhaite nos croisières en Baja California. Et honnêtement, au départ, c'était pas joué parce qu'on voit que c'est des gens qui nous attendaient un petit peu au tournant, qu'il fallait quand même bien connaître le sujet, bien connaître les différentes réglementations. Et quand ils ont vu qu'on parlait et surtout qu'on leur proposait des solutions en leur disant voilà, nous on veut travailler avec vous, on veut impliquer le plus possible des guides locaux, on veut pas arriver avec nos Zodiacs, et bien tout de suite ils ont embarqué, ils nous ont dit très bien, avec cette vision-là, on va vous aider pour que ça se fasse. Ce repérage, il commence vraiment sur le chapeau de roue. Je me sens plus connecté que jamais à cet endroit, j'ai tellement hâte de voir la suite. On reprend la route. Une nouvelle terre nous attend, un nouveau décor et encore de nouvelles observations, je l'espère. On arrive dans un point qui est très stratégique. On est à Cabo Pulmo, qui était à la base un village de pêcheurs, il y a à peu près 100 habitants. Et donc c'est à cet endroit précisément que Jean-Jacques Cousteau a déclaré qu'il considérait la mer de Cortés comme étant le plus grand aquarium du monde. Malheureusement, une fois qu'il l'a découvert, entre 70 et 80, il y a eu une exploitation majeure et une pêche intensive des ressources halieutiques. Et en fait, parmi ces pêcheurs, il y a une famille d'importance, c'est la famille Castro. On aura la chance d'aller parler à l'un des deux frères. On réussit avec la communauté
à s'attirer à la fois le soutien des scientifiques et des ONG et à devenir en sorte des ambassadeurs pour protéger ces zones. En direct. Magique. C'est comme si c'était toujours la première fois. Me llamo Mario Castro, de la familia Castro. Pues fue con muchas ganas, mucho amor que solicitamos tener un área natural protegida porque nosotros mismos éramos los principales depredadores y lo reconocimos. Con la Universidad de Baja California Sur que nos dijo les gustaría tener un área natural protegida. Y con mis hermanos y conmigo inmediatamente dijimos que sí. Y mi tío Juan Castro, él dijo que sí, dañando el arrecife. Y fue que tomamos la decisión muy fuerte de solicitar y que nos concediera un área natural protegida. Pero para esto, antes de que se decretara que existiera un papel, yo ya fui a Cabo San Lucas a capacitarme como un buzo profesional y a las próximas generaciones igual, inculcarles, hay que cuidar porque aquí vas a vivir y es una vida muy bonita, muy diferente de vivir en la ciudad. Aquí por comodidades no queda. Aquí no hay electricidad, pero hay energía solar. Tienes lo que quieras, no extrañas la ciudad. Lo que extrañas de la ciudad son los ruidos. Aquí hay menos ruido y vives más tranquilo, más feliz. Mira, qué tranquilidad. Por eso amo Cabo Pulmo y para mí es todo. Cabo Pulmo. Thank you so much. It's an honor, a real honor, and congratulations for what you have done. Après ma rencontre avec Mario, les choses sont devenues beaucoup plus claires dans ma tête sur la façon d'opérer à Baja California. Et alors il était évident à cet instant que pour rendre hommage à Mario, qui nous donne ou nous transmet son héritage, c'était à nous de nous porter garant de cet héritage et de mettre en place toutes les bonnes pratiques pour que cet environnement exceptionnel le soit pour toujours. Pas seulement pour les passagers qui le verront en 2027, mais pour les enfants de ces passagers et les enfants de ces enfants. Et ce que nous, pendant Exploration, allons faire, c'est de nous adapter à leurs contraintes, à leurs ressources, qu'elles soient humaines ou logistiques. Baja California, c'est un bijou, c'est un trésor. On est les garants de cette destination. Et je pense que c'est vous, passagers, qui allez en devenir les meilleurs ambassadeurs, car on le sait très bien, on protège toujours mieux ce que l'on connaît. À Cabo Pulmo, ce qui m'a vraiment fasciné, alors il y avait déjà ce récif corallien qui est vraiment dans un bel état de restauration avec beaucoup de poissons colorés, même des tortues marines qu'on a pu croiser. J'ai un souvenir qui me marque particulièrement, c'est d'avoir vu au début comme des anges qui sautaient hors de l'eau, mais un nombre incroyable pour se rendre compte que c'était des raies mobula et on a pu se mettre à l'eau et donc à ce moment-là on appelle ça des écoles de raies, des school rays, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et en fait pourquoi? Parce qu'elles sont par centaines, peut-être voire des centaines de centaines, à nager en coordination parfaite avec parfois, alors elles volent aussi sous l'eau, on voit parfois leur pectorale blanche et on a pu les voir par-dessus, enfin en dessous de nous et c'était extraordinaire. Encore une fois on a ce sentiment de nager ou de voler avec elle. Ça reste un souvenir très fort à Cabo Pulmo, vraiment. Alors on est dans le centre de Loreto, c'est vraiment la ville petite mexicaine, 20 000 habitants. On sent l'âme là, on vient d'assister à des gens qui chantent, qui se passent la guitare. C'est un moment vraiment hors du temps. Autant jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop où on était. Là, on est dans la même mexicaine, d'où ce sublime chapeau pour me mettre dans l'ambiance. Regarde le petit. Alors on arrive à Coronado Island qui est juste derrière moi. On voit que les conditions de mer elles sont pas très bonnes et on sait que le vent va vraiment fraîchir au cours de la journée. Il n'y a personne, c'est pour ça qu'on est un petit peu aussi seul, ce qui est un avantage parce que ça nous permet de très vite contourner
l'île et voir les différents highlights qu'on peut avoir sur cet endroit. L'arrivée sur l'île Coronado, c'est un véritable choc. On découvre cette plage paradisiaque d'un bleu qui est complètement irréel, avec des eaux translucides. Et en plus, cette île elle est particulière puisque c'est un stratovolcan de 300 mètres d'altitude. Me vient alors l'idée de non seulement offrir à nos passagers cette plage, mais aussi la possibilité de faire des randonnées au sommet de ce volcan et donc de créer une expérience toute nouvelle sur cette île. À cet instant, c'est une évidence que cette escale doit être inscrite dans notre itinéraire. Et pour rendre la tâche facile à toutes les équipes à Marseille qui vont travailler par la suite sur ce voyage, je prends un maximum d'informations, notamment grâce aux coordonnées et aux traces que je suis en train de prendre. Il y a tout un travail de transmission, un travail avec toutes les équipes, que ce soit côté exploitation, côté produit, côté R&D, côté porte-opération. Donc c'est vraiment, et c'est ça qui est beau, c'est de voir que finalement, tout le monde a envie de fournir à nos passagers le meilleur produit possible, donc on va tout mettre en œuvre pour que ça se fasse et ça prend donc vraiment à peu près 3 ans pour aboutir à ce résultat. Alors on arrive, on n'est pas loin de Loreto, on est dans le canyon Tabor, donc on peut aussi appeler le canyon de Steinbeck parce qu'il est venu en 1940. Et on va aller justement découvrir un de ces nombreux canyons qui sont vraiment très nombreux en Basse-Californie, formés par le ruissellement des eaux sur des millions d'années dans une roche sédimentaire bien rouge. On est, comme on le disait, en hiver, donc c'est asséché, il n'y aura pas d'eau. Par contre, notre guide vient de nous informer qu'il fallait suivre des consignes de sécurité bien strictes, de faire attention aux serpents et les rattlesnakes, mais aussi des petits scorpions rouges, donc on va faire attention, on met les pieds et en prendre plein la vue. Randonnée difficile, on est vraiment dans le creux d'une rivière qui a laissé des blocs de pierres absolument gigantesques. Il faut trouver son chemin, parfois avec des cordes, donc c'est vraiment pour les gens qui veulent bien se dépenser. En plus, on a commencé avec des lumières où les roches devenaient rouge-orange, c'était vraiment très joli ce matin. Mais là, je suis bloqué parce qu'en fait, après, il faut prendre des cordes et je pense que j'ai atteint le bout de cette randonnée dans ce canyon de Steinbeck, si on va l'appeler. If you guys want to go, let's do it. So you come back. Why would they? Wait. No. That sea right now is 2.5 hours. Too rough. On est arrivé ce matin et c'était vraiment pas gagné. Le vent, l'incertitude. Mais pour moi, il n'était pas question de renoncer puisqu'on avait quand même une petite fenêtre et qu'il fallait absolument la saisir. On avait quelques îles à repérer, dont l'île d'Ansante et l'île Carmen. Et on a dû donc limiter notre observation au sud de l'île Carmen et au sud également de l'île d'Ansante. Et là, on a découvert en fait un potentiel absolument incroyable, des eaux translucides. On a été escortés à la fois sur les deux îles par des bancs de dauphins par centaines qui sont venus jouer avec nous, qui ont eu une interaction comme je n'en ai jamais eu dans toute ma vie. C'était tout simplement hors du temps. C'est une scène incroyable, on est à l'île d'Ansante. Vous avez des dauphins Tursiops, les bottlenose, qui sont tout autour du bateau, qui se reproduisent, qui sont en train de s'alimenter. Ils viennent vers nous, on est émerveillés parce qu'en fait on est à l'abri du vent, on profite d'une scène comme on en voit rarement. C'est vraiment un documentaire grandeur nature. À ce moment-ci, tout s'est imbriqué. On savait que le parc national de Loreto, c'était une évidence. Une étape clé, une escale parfaite où tout se connecte. Ici, on peut tout imaginer, du kayak, en plein milieu de cette immensité, du snorkeling, du whale watching. Chaque détail faisait de cet endroit une pépite absolue. Mais ce qui rend ce parc national de Loreto encore plus unique, c'est son exclusivité. Ici, c'est pas simplement un voyage, c'est une expérience rare, taillée pour des passagers privilégiés. Ceux qui cherchent l'inédit, l'inaccessible, l'authenticité. Ceux qui veulent voir le monde autrement, loin du tourisme classique.
Nouvelle journée, donc on vient de quitter la mer de Cortés. On traverse la Sierra de la Gigante, qui est donc la chaîne de montagnes qui traverse la Baja California. C'est donc une péninsule et on va côté Pacifique pour aller rencontrer les fameuses baleines grises que je rêve de découvrir depuis plus de 40 ans. On est enfin arrivé à San Carlos, plus précisément à Bahia Magdalena. Ça y est, pour moi, c'est l'étape clé de mon repérage, puisque c'est à cet endroit que les baleines grises viennent mettre au monde leurs baleineaux. Je sais qu'il y a 3 baies sur la côte pacifique de la péninsule de Cortés où on peut voir ces baleines grises. Il y a Guerrero Negro, qui est situé la plus au nord, il y a San Ignacio et Bahia Magdalena. Alors là, on est entouré par des oiseaux. On est dans la baie de la Madeleine avec une île derrière moi qui s'appelle Bird Island, l'île des oiseaux, avec je ne sais pas combien, des centaines de pélicans, de cormorans qui sont là toute l'année et qui là sont actuellement en train de partir. Alors on les voit tous rassemblés sur ce banc de sable le matin et là ils partent tous se nourrir et ils vont revenir en fin de journée. C'est vraiment incroyable comme lieu. Moi je ne m'y attendais pas et on est tous surpris d'être entourés, il y en a partout. Là, c'est des cormorans principalement. Regarde. Incroyable! La première baleine grise de la journée. Première fois que je la vois aussi près. À Bahia Magdalena, l'objectif initial c'était vraiment de voir les baleines grises. On a appris qu'elles étaient un peu en retard cette année, peut-être parce qu'elles passaient plus de temps en Arctique pour se nourrir. Et donc on en a vu quelques-unes, mais en fait le véritable clou du spectacle, c'était une baleine à bosse qui nous a fait vraiment un show pendant 2 heures. Là, elle est là, devant moi, devant. Là, vas-y, je suis devant. En transparence. Allez, je suis devant. En transparence. Alors, on vient de voir une baleine qui a sauté complètement. Oh, on peut se mettre là-bas. En fait, elle a sauté dans un point de temps complètement hors de l'eau. On appelle ça un breaching, mais là, tout à l'heure, elle fait du head slapping. Elle sort sa tête et elle frappe la surface de l'eau. C'est hallucinant, quoi. Elle n'arrête pas, elle joue avec nous. C'est un bonheur, enfin je sais pas comment je peux décrire ça. Et avec ça, on va s'émerveiller toute notre vie, quoi. Ça réveille en nous tous un émerveillement hallucinant. Et là, oh, c'est pour nous le prochain. Allez, c'est pour nous. Elle va te montrer ses pectorales. Là, elle va le faire à l'envers. On se retourne. Elle va te montrer ses pectorales. Là, elle va le faire à l'envers. Elle tape la caudale plusieurs fois à la surface. On a un véritable show. On les appelle les clowns des mers. C'est pas pour rien. On assiste à un spectacle de folie. On est tous comme des enfants. Il n'y en a pas un qui parle, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous extrêmement humbles et reconnaissants devant un tel spectacle. On est hyper émus, hyper émus. Et elle est toujours là, elle attend. Voilà le spectacle. Gratitude. Elle n'a pas arrêté, on partait, elle nous suivait pendant 1h30, 2 heures. C'était renversant. On était tous des enfants à bord du navire, on était émerveillés toujours, fascinés, on était envoûtés, on était ébahis. Quand on crée un nouveau voyage comme la Baja California, effectivement, on se doit de faire un repérage qui nécessite lui déjà au préalable une bonne année de préparation. Vraiment, il faut contacter les bons réceptifs, voir quels lieux vont nous plaire, sachant que toujours, c'est au moment du repérage qu'on découvre des vraies pépites.
On est sur l'île Magdalena. On était venu au départ pour voir un village de pêcheurs et en longeant la côte, on a vu des dunes de sable. Et c'est encore une fois toute cette biodiversité dont on parlait au début de Baja California, avec des écosystèmes tous différents les uns des autres, tous réunis au même endroit. Donc là, des dunes de sable, on se croirait au milieu du Sahara. C'était pas prévu et c'est tellement génial quand c'est pas prévu et que ça nous prend au trip parce que on vit pleinement l'instant là, on se sent vivant, hein, vraiment vivant. Ça donne ce sentiment de, c'est puissant ce qu'on ressent, très. Alors aujourd'hui on est à San Ignacio, la lagune de San Ignacio pour être plus précis, qui fait partie des 3 lagunes considérées comme sans doute la plus célèbre pour les baleines grises qui viennent mettre au monde leurs petits. Donc le but c'est de pouvoir aujourd'hui la caresser comme je suis en train de vous le montrer, soit par le dessus, ici, mais avant tout établir ce qu'on appelle le eye contact, le bonding, comme on fait en ce moment. La dernière baie qu'on a repérée, c'était San Ignacio, qui est située entre Guerrero Negro et Bahia Magdalena. Il y avait une vingtaine de baleines et malheureusement, très peu étaient ce qu'on dit curieuses puisqu'il n'y avait que des jeunes mâles. Par conséquent, l'observation était bien, mais en deçà de nos attentes. C'est pourquoi j'ai décidé qu'on ne la garderait pas dans nos itinéraires, car en plus le point de mouillage est très compliqué puisqu'il est en plein océan Pacifique. Aujourd'hui, on est à Guerrero Negro. C'est vraiment une escale qui est très importante car on a entendu dire que c'était un endroit, l'endroit de toute la Baja California où le comportement des baleines grises est extrêmement friendly, c'est-à-dire qu'elles viennent vraiment à l'approche des humains. Et pour vivre cette expérience complètement incroyable, unique au monde, on va rejoindre une guide locale et après embarquer pour 2 heures de whale watching. Donc j'ai super hâte. On vient d'arriver à Guerrero Negro et à peine arrivé, on s'en check qu'il y a quelque chose de particulier ici. Les gens qui s'arrêtent viennent tous prendre des photos de la fresque qui est derrière moi. Donc on voit vraiment que les baleines grises, c'est supposé être la plus belle et la plus grande expérience que cette petite ville a à offrir, sachant qu'elle est située très loin. En fait, elle est à 6 heures de Loreto en voiture, 8 heures en voiture sinon de Tijuana, donc aucun avion ne peut venir jusqu'ici. Donc apparemment, cette baie est spectaculaire. Et le prochain challenge, c'est comme c'est très peu connu, c'est de savoir comment on peut amener le bateau ici. Et ça, ce sera dans une phase 2, mais il faut déjà vivre l'expérience baleine pour voir si vraiment ça vaut le coup. My name is Diane Kennedy, and I am here in beautiful Guerrero Negro on the Baja of California. Exactly. Another thing we may see is we call it spy hopping. Yes. That is where the whale will poke his head up like up periscope. There's at least 2 here. Il y en a 2 là. Et en fait, elle les appelle. Et donc, on va voir si elles vont venir. Il faut rester patient. Je pourrais pas faire ce crime. C'est fascinant. Guerrero Negro has got the most amount of gray whales. Every year they come here to return, to migrate to this area, and our lagoon is very large, but we have the largest population of gray whales. They actually want contact with us. They will come to the boat and they want contact. They will roll and look at you with their eye and connect and just stare at you with that eye that looks very human. And that's what makes them so friendly. Incroyable, il y en a partout. Elle s'approche, j'ai jamais vu ça. Là, on est vraiment dans l'expérience que je rêve de vivre depuis 40 ans. C'est un rêve éveillé, là, je suis vraiment connectée. Voilà, saut. Alors la baleine, elle s'approche. On est en train d'observer une baleine qui se rapproche, qui vient droit vers nous. Le bateau est à l'arrêt et en fait elle vient vraiment, il l'appelle bumper, en fait elle touche les bateaux et donc on attend qu'elle vienne vers nous. C'est vraiment impressionnant parce que c'est pas nous qui allons vers elle mais elle qui vient vers nous. Elle est juste là. J'ai jamais vu ça de ma vie, il n'y a que dans cet endroit au monde où ça se produit. C'est incroyable de vivre cette expérience. On voit à la télé, on pense que c'est même pas possible, on pense que c'est des montages. Mais là quand on le vit, on se dit mais quel cadeau, mais vraiment c'est puissant ce qu'on ressent, vraiment puissant. Et voilà, à gauche.
on s'attendait à voir des baleines grises qui allaient venir vers les embarcations et on rêvait de les toucher, d'avoir le privilège de les toucher parce que c'est vraiment elles qui décident. Et dès notre première sortie, en fait, on a vécu peut-être l'expérience la plus forte parce qu'on a eu tout de suite une baleine grise qui est sortie et nous a permis de la caresser sur sa tête lentement. Et c'était tellement incroyable ce moment que j'ai pas pu retenir mes larmes tellement en fait je me suis dit mais merci, mais une rencontre du troisième type. On peut pas expliquer à ce moment-là ce qu'on ressent. Vous avez un animal qui fait 13 mètres de long, 40 tonnes et elle vous regarde et elle se laisse caresser. Le temps s'arrête. The whales feel us. There's a special connection and they want to communicate something to us. There's a reason they have started to come to people and to engage and to connect and to stay with us. They look at us and they make that connection and the energy, it's energy that's around the whales and certain people the whales are very drawn to. Other people, they just want to take it in. They want to take it in. With pleasure. Thank you. Thank you. Thank you for your family. Thank you. Thank you. It was So an glad to honor. meet you. Oh my God, I touched them and at the end, I know it's like you want to cry. I cannot stop it. I know. On s'est donc dit après cette première sortie qu'il fallait quand même qu'on revalide si on pouvait avoir ce genre d'observation, pas tout le temps puisqu'on ne peut pas le garantir, mais on s'est donné la chance de pouvoir le faire 3 fois et la deuxième fois, en fait, on a eu un spectacle qui était un peu différent puisqu'il y avait beaucoup de vent. Mais moi, je le dis toujours, chez les baleines, il faut toujours attendre la dernière minute. Il ne faut jamais croire que c'est fini. C'est quand on pense que c'est fini qu'on a le plus beau spectacle. Et à la fin, pendant 30 minutes, on a eu 2 baleines grises qui sont venues carrément soulever le bateau, qui nous ont regardés, qui se sont laissés caresser. On avait chacun notre baleine. C'était vraiment hallucinant. C'est complètement dingue. Muy bueno. Un gros cadeau là. En toute humilité, je pense qu'en plus de 30 ans, je n'ai jamais vécu un instant aussi puissant avec les baleines. J'ai navigué depuis plus de 30 ans dans toutes les mers du monde. J'ai vu plusieurs baleines dans de différentes conditions, mais ce que j'ai vécu en Baja California ne se compare à aucune autre expérience. Ici à Baja California, c'est pas juste un sanctuaire où les baleines se laissent observer. Non, non, non. Elles viennent vers nous et c'est là où on mesure toute notre responsabilité. Chez Ponant Exploration, nous avons toujours eu à cœur de respecter les règles de bonne conduite quand on navigue dans des zones sensibles. Donc quand on se retrouve à Baja California où des baleines vont venir initier peut-être un contact avec l'être humain, on doit mettre nos standards encore plus haut. C'est pour ça que lorsqu'on va opérer ici au contact de ces cétacés, on va mettre en place un protocole de biosécurité très strict auquel tous les passagers seront soumis. Lavage des mains obligatoire avec un savon environnemental pour ne pas abîmer la peau des baleines. On va suivre les réglementations locales et désinfection de tous les équipements qui pourraient être mis à l'eau pour éviter tout risque de contamination. Chaque détail compte et c'est une première ici. Et même avec toutes ces précautions, il y a une chose qu'il faut comprendre. Ce sont les baleines et seulement les baleines qui vont initier ce contact. Elles choisissent de venir ou non. Et si nous souhaitons continuer à découvrir ces endroits aussi extraordinaires, nous devons être à la hauteur de cette confiance. Tu vois, en fait c'est ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait de mon Google Earth. Je vais te montrer en fait sur le Google Earth, ça donne ça. C'est en fait ce qu'on a repéré en bleu, c'est ce qu'on a fait avec le premier tour opérateur pour aller voir les baleines grises. En jaune, c'est la zone où elles se reproduisent parce qu'on voit ici que tu as tout le sel qui se déverse
dans la lagune et en fait ça permet aux baleineaux de remonter tout de suite à la surface et de pas mourir noyés. Et en fait ce que vous voyez comme la complexité, c'est qu'au départ on avait imaginé que le bateau serait à l'ancre ici, que les bateaux locaux viennent prendre nos passagers, mais la distance serait de 60 km. Donc le seul moyen ça serait d'être à quai ici. Pour cela il faut 4 types d'autorisation et c'est ce que je viens de synthétiser dans le mail que j'ai envoyé aux différents intervenants de chez Ponant. De retour à Marseille, le voyage ne s'est pas arrêté en fait. J'ai appris 2 enseignements fondamentaux. Le premier, des baleines grises qui viennent à votre rencontre, qui initient un contact. Et cela implique, et le mot qui me vient en tête, c'est le mot confiance. Elles m'ont appris le mot confiance. Le deuxième enseignement qui vraiment a changé ma perspective de Barra California, c'est ma rencontre avec Mario Castro, mais d'autres communautés qui ont œuvré toute leur vie pour protéger cet environnement, qui nous lèguent en quelque sorte un héritage. Encore une fois le mot confiance, mais en plus cette confiance, c'est qu'on devient un peu les gardiens du temple et qu'il va nous appartenir de faire en sorte que les gens qui viendront en Barra California ne laisseront dans le sable que l'empreinte de leurs pieds. En 2027, les premiers passagers vont donc pouvoir expérimenter ce nouveau type de croisière qu'on dit exploration, où on aura beaucoup d'activités qui vont être gérées par les prestataires locaux, avec des bateaux locaux, avec des guides locaux. On aura une équipe réduite de naturalistes pour essayer d'opérer des débarquements zodiaques sur des endroits spectaculaires qu'aucun autre tour opérateur ne propose aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment pour moi déjà un point très important. Et aussi, il est important pour moi que les passagers qui vont vivre cette expérience comprennent que ce n'est pas juste un voyage d'aventure, c'est un engagement. Et que leur mission, ça sera de transmettre cet engagement pour le préserver pour toutes les générations futures.